Alors, maintenant que j'ai introduit la notion d'innovation, vous voyez, c'est très large. C'est vraiment cette notion de processus. Je vais essayer d'introduire le sujet de l'open innovation, l'innovation ouverte. Et là aussi, quand on l'entend open, c'est vers l'extérieur et vers l'intérieur. J'ai mis un pont, il est d'ici, je crois. J'aime bien résumer ça, en fait, par cette phrase-là. Finalement, l'innovation ouverte, c'est un état d'esprit où il s'agit plutôt l'enjeu de créer des passerelles et des ponts entre les choses, entre les domaines, entre les personnes, que vivre en logique silotée dans nos organisations. Et ce n'est pas toujours facile, mais en tout cas, c'est un état d'esprit qui fait ça. J'aime bien cette phrase aussi. Ça, c'est le fondateur d'une techno qui s'appelle Sun Microsystems. C'était très connu à l'époque, en 90. Et il aurait prononcé cette phrase en disant les meilleurs, ils bossent toujours pour les autres, quoi. On a beau essayer de recruter les meilleurs talents, les meilleurs ingénieurs, etc. Au moment où on a un problème à résoudre, ben, l'expert, il est dehors. Et donc, moi, la lecture que je fais de cette phrase, c'est justement, qu'est-ce qu'on fait pour aller se connecter à cette expertise, à ce talent, lorsqu'on a un problème à résoudre, et pas rester cantonné dans cette logique salarié, pas salarié, mais qu'est-ce qu'on fait pour faire ça? Il y a une théorie, je ne vais pas m'étendre là-dessus, il y a un bouquin moi, qui m'a marqué parce que je faisais ça et puis j'ai vu en 2003 un prof de l'université de Berkeley qui a écrit ce bouquin et qui a théorisé ces sujets plutôt d'une logique de R&D où lui, il a dit quand on a un entonnoir de recherche et développement, finalement pour adresser un marché, au bout on fait de la recherche, on sélectionne des projets, mais finalement on pourrait ouvrir ce processus à tout moment. Parfois, on a développé des choses qu'on laisse sur le bas-côté parce qu'on estime qu'elles ne sont pas stratégiques, mais en fait, elles pourraient intéresser quelqu'un à l'extérieur. C'est actif, un peu intermédiaire et dormant. Si on le proposait à d'autres, peut-être on ferait des partenariats. Donc ça, c'est ce qu'il appelle le inside out, sortir des choses vers l'extérieur. Et inversement, à tout moment, on vit beaucoup ça en France et à l'international avec les startups, à tout moment, on peut être nourri en avançant par des partenaires tiers qui viennent nous rajouter des briques sur les sujets sur lesquels on bosse, que ce soit des nouveaux services et des nouveaux produits. Et ça c'est très différent et très disruptif de la manière dont on bossait la recherche à l'époque. Moi, voilà, j'ai écrit un bouquin, c'est le premier bouquin français sur l'open innovation que j'ai coécrit avec un chercheur allemand. Duno, j'ai reçu le mail aujourd'hui, nous demande de créer une deuxième édition, là, donc ça va me faire un peu le boulot, mais je pense qu'on va le faire. Et du coup, à ce stade-là, l'open innovation, j'ai envie de vous dire, vous vous souvenez du processus que j'ai évoqué au début, c'est finalement de revisiter, que vous l'ayez formalisé ou pas, ce processus de veille, on prend des idées, on en teste quelques-unes et on lance des choses nouvelles en disant, à chaque étape, est-ce que je pourrais être un peu plus collaboratif et est-ce que je pourrais être un peu plus ouvert en impliquant des parties prenantes que je n'ai pas l'habitude d'impliquer. À ce jour, quand on parle d'open innovation, à mon goût, on la cantonne un peu trop à la seule relation les grands groupes et les startups. Moi, je n'y mets pas que ça derrière. C'est plutôt une vision très écosystémique. Presque, si vous retenez ça, finalement, l'open innovation, c'est l'innovation par l'écosystème, par les parties prenantes d'un écosystème. Comment on implique toutes les parties prenantes. Et là aussi, c'est vrai que ça demande un effort, une posture, que de dire j'ai une petite PME de 15 personnes, finalement, c'est qui les parties prenantes de mon écosystème? Je suis une administration, c'est qui les parties prenantes de mon écosystème? Je suis un grand groupe, etc. Et c'est dire, ok, j'ai mes salariés, j'ai mes clients, mais parfois mes clients, ils ont des clients, donc c'est ce qu'on appelle le B2B2C. Est-ce que je les connais, les clients de mes clients? Tiens, pourquoi je ne les implique pas? J'ai les écoles, les étudiants, c'est un formidable gisement de créativité, d'intelligence, est-ce que je m'appuie dessus? J'ai des partenaires d'autres domaines qui pourraient, tiens, venir avec moi pour travailler sur des sujets, compléter un peu ce que je fais. Et là aussi, j'en parlais tout à l'heure, j'ai même des concurrents. Et finalement, en quoi c'est impossible de bosser avec des concurrents? Nous, on est en train de... Parce que nous, on se challenge sur ces sujets. On se dit, mais jusqu'où on peut aller? Nous, Blue Nov, qui prêchons l'open innovation à longueur de journée depuis 8 ans, prouvons-nous, testons les limites, quoi. Comme je disais tout à l'heure, on a gagné un appel d'offres avec un concurrent. Et du coup, quand on dessine un peu cet écosystème-là comme ça, vous voyez, c'est un peu de se dire, là, je ne sais pas si vous le voyez, ça c'est vous, quelle que soit votre organisation, petite PME, administration, c'est-à-dire vous êtes un écosystème en soi en interne,
Et c'est un enjeu de mobiliser la créativité de tous les collaborateurs en interne. C'est pas toujours gagné. Et puis là, il y a tous ces acteurs-là. Et du coup, c'est de poser les questions de comment les impliquer dans votre processus d'innovation. Puisque là aussi, ça pourrait faire l'objet d'un autre intervenant. D'ailleurs, pourquoi il faut innover? Le parti pris que j'ai ici, c'est qu'on n'a pas le choix d'innover. Hein, parce que, notamment, quoi qu'on sorte comme service, comme produit, on va être très vite challengé par de la concurrence sur le prix. Et donc, les marges vont baisser. Il n'y a que l'innovation qui permet de conserver toujours un temps d'avance pour avoir une marge de manœuvre sur du chiffre d'affaires et de la marge à créer. C'est que le fuel, c'est que l'innovation qui va donner ça. Et donc, moi, le conseil que je vous donne, c'est de dire, faites un peu une cartographie. Rentrez chez vous et essayez de faire une carte des parties prenantes de votre écosystème et posez-vous la question de qui vous impliquez aujourd'hui, qui vous impliquez pas. Quelle qualité de relation vous avez avec telle ou telle partie prenante. Et peut-être ça peut vous ouvrir des pistes de les impliquer un peu plus. Alors, une fois que j'ai dit tout ça, souvent on va me dire, mais pourquoi il faut travailler de manière plus ouverte, plus collaborative finalement? Avant, on bossait comme on bossait, etc. J'essaie de donner une explication. Pourquoi il faut être plus ouvert et collaboratif pour innover? Ce que j'y vois, c'est que, en tout cas les entreprises qu'on rencontre, ça fait des années, moi je pense que comme vous, on est né dans cette notion de crise. On sent que finalement, quand on veut travailler sur un nouveau projet, un nouveau service, un nouveau produit, on n'a pas le budget, quoi. D'accord? On a rarement plus de budget pour innover que l'année précédente. Donc on continue de toute façon de bosser toujours sous contrainte. Et en même temps, on vit dans un monde vraiment plus complexe et qui s'accélère. 3 notions de complexité accrue que je vois, c'est la complexité technologique. Je ne sais pas vous, mais moi j'y arrive pas. La big data, l'Internet des objets, la robotisation, c'est impossible à suivre, ça va trop vite. Les nanotechnologies, l'intelligence artificielle, on est toujours en train de retard, donc c'est super complexe et ça va de plus en plus vite. Deuxième sujet, on sent nous que quand on travaille pour des clients, ils tâtonnent de plus en plus fréquemment sur c'est quoi mon métier cœur d'aujourd'hui et c'est quoi mon métier de demain. Et finalement, le budget que j'ai, je le mets où? Je le mets sur mon métier cœur d'aujourd'hui ou sur mon métier cœur de demain? Et enfin, peut-être tant mieux, la complexité accrue, elle vient de l'aspect sociétal. Dans les entreprises, on appelle ça la responsabilité sociale d'entreprise. C'est vrai que quand on sort des nouvelles choses, des nouveaux produits, des nouveaux services, de plus en plus, il faut être en ligne avec la responsabilité sociale. Ça rajoute de la complexité parce qu'il faut gérer des paramètres supplémentaires pour être en phase avec la réglementation et en phase avec les exigences de l'environnement. Et donc, l'équation que moi j'explique, c'est qu'en fait, on a toujours autant de moyens ou aussi peu de moyens pour innover et c'est devenu bien plus complexe qu'avant. Et donc, je pense que le fait d'innover en mode ouvert et collaboratif, ça amène une manière de gérer cette opposition. Je vais avancer, mais en fait, dans les grands groupes, souvent, ça nous concerne moins. En interne, ils ont un super enjeu qui reste là, c'est qu'en fait, ils ont des talents ignorés, même en interne, qu'ils ignorent eux-mêmes. Et que ça reste toujours, nous, ça représente beaucoup de nos chiffres d'affaires, de continuer de mobiliser les talents internes que les entreprises ont en fait. Et c'est super difficile quand ils ont un sujet, quand ils ont un problème, quand il y a plusieurs centaines, milliers ou dizaines de milliers de collaborateurs, de fédérer autour du bon sujet les talents internes qu'on a. Et il y a plein de manières différentes de faire ça, mais ne sous-estimez pas le fait que voilà, des organisations, j'ai envie de dire, qu'elles soient des administrations ou des entreprises privées, ça reste un challenge par les organisations très silotées qu'on organise, le marketing, la finance, etc., de remobiliser les bons talents au bon moment sur les bons sujets. D'accord? C'est un champ en soi de besoin. Pourquoi on prête à l'innovation ouverte, à l'open innovation des avantages? Un des avantages qu'on y prête, c'est le fait que, j'ai présenté l'innovation de rupture, c'est-à-dire quand on passe un peu un cap dans l'innovation, c'est que peut-être elle est plus à même de contribuer à la détecter, ou à la créer cette rupture. Cet exemple, en fait, il explique que le fabricant de ski, ils avaient des problèmes de vibration sur le ski. Donc vous voyez, ils sont dans la verticale du sport. Mais en fait, la solution, ils ne l'ont pas trouvée dans la verticale du sport. Ils sont tombés sur un violoniste qui avait résolu un problème de vibration sur un violon. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont transféré la solution qu'il y avait dans le monde de la musique dans la filière du sport. Et donc, pour moi, c'est majeur ça. Ça veut dire, l'open innovation, c'est une posture que de dire, a priori, j'ai rien à gagner à aller parler à un secteur qui est autre que le mien. Et souvent, la rupture, ce n'est pas une idée qui n'était pas là avant, hein, c'est souvent une solution qui existait ailleurs, qui a juste été transférée dans un domaine ou dans un secteur. Mais ça, il faut le provoquer.
Il faut être proactif et stimuler voilà, cette connexion improbable entre une solution qui existe quelque part et qui va venir servir un problème dans nos domaines. J'ai parlé de contraintes. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de se connecter. Il y a Community. Ben voilà, typiquement, quand il existe des réseaux comme LinkedIn ou Community, c'est des super connecteurs de talents. C'est super. Avant qu'il y ait ça, on n'arrivait pas à dire j'ai un sujet, comment j'augmente la probabilité qu'un talent étudiant dans une école, etc., il vienne m'aider à résoudre ce problème. Aujourd'hui, c'est vraiment très amplifié et on n'est pas à l'abri qu'un étudiant d'un autre pays se connecte à vous et grâce à des plateformes comme Community, c'est ça qui permettent. Et donc, c'est aussi des manières très différentes de travailler. Bien sûr, ça présuppose qu'on ose parler d'un sujet, on ose parler d'un problème pour augmenter la probabilité que quelqu'un vienne se connecter et proposer une solution. Juste rapidement, je pense qu'il y a un vrai enjeu pour nous tous de fidéliser les talents. En tout cas, moi, on essaie d'attirer des talents. Il fait chaud sur le plateau, il fait bon ici. On essaie d'attirer des talents. Là encore, chez nous, on est une quarantaine. Voilà, c'est pas des gens qui partent aujourd'hui, ces générations-là, à la concurrence, hein, mais ils créent leur start-up. Ils sont embauchés par des clients et 2-3 ans chez nous et puis ils s'en vont, quoi. Et du coup, il faut retrouver des talents. Et comment on les fait venir chez nous, les meilleurs, et comment on les garde, je pense que l'open innovation, une fois que je l'aurai un peu fini d'écrire, contribue à attirer, je pense, ce que les nouvelles générations viennent chercher dans le travail. Vous voyez, travailler ici, c'est complètement disruptif dans l'environnement de travail. Hein. On travaille en mode ouvert avec une boîte en face, 3 freelances à gauche. Bienvenue dans la nouvelle génération, dans le nouveau lancement des projets. C'est comme ça que ça va se passer. Ça commence à être un peu le tournant d'organisations qui sont dans un immeuble tous ensemble, un peu classiquement dans des bureaux fermés ou même dans des open space. Aujourd'hui, on va être de plus en plus dans des environnements partagés, ouverts, avec des personnes à côté de nous qui font des choses très très différentes. Et du coup, c'est ça que vont venir chercher les talents aussi pour travailler dans vos boîtes. Et je pense que ça génère aussi du bien-être parce que l'open innovation, finalement, ça crée des cultures d'organisation, que ce soit là aussi public ou privé, où on ose donner nos idées. On comprend quand nos idées ne sont pas retenues, pourquoi. Quand elles sont retenues, c'est des organisations qui savent mettre des moyens pour qu'elles avancent. Et ça crée du bien-être. Parce que ça crée des manières de travailler où justement les gens prennent plaisir à venir bosser et à bosser. Et le mot qui vient souvent, c'est en ce moment pas à la mode, c'est l'engagement. En fait, on voit bien que c'est pas que par le salaire qu'on va faire venir des gens et qu'on va les garder, c'est qu'il faut trouver autre chose et créer l'engagement, pas que d'un point de vue productif pour qu'ils bossent plus, mais pour qu'ils soient plus épanouis et donc plus créatifs et donc plus efficaces. Il faut faire d'autres choses et je pense que l'open innovation y contribue. Donc, les bénéfices qu'on prête à ces démarches d'innover de manière plus ouverte et collaborative, premièrement, c'est d'aller plus vite parce qu'on arrive à gérer un plus grand nombre de projets, on réduit le cycle d'innovation et comme je vous l'ai dit, on mutualise les coûts et les moyens pour avoir un spectre beaucoup plus grand de projets. J'avance un peu là-dessus, j'avais donné juste un grand exemple. Procter & Gamble, vous les connaissez sous d'autres noms, hein, c'est les marques de shampoing, de produits. C'est à eux qu'on prête, ça c'est plutôt pour les discussions en dîner. Savais-tu qu'en 2001, Procter & Gamble a été le lanceur, le premier de l'open innovation. Plus sérieusement, c'est en fait en 2001 où ils avaient un enjeu de développement à l'international fort, ils voulaient augmenter considérablement leur chiffre d'affaires. Ils avaient estimé que ce qu'ils avaient dans leur programme de recherche allait y contribuer à hauteur d'un tiers. Leur expansion internationale allait les faire aussi se développer, leur chiffre d'affaires avec un tiers de plus, mais le tiers qui s'était donné d'obtenir, ils ne savaient pas d'où ils allaient venir. Et là, ils ont dit, il faut qu'on s'ouvre. Et la démarche qu'ils ont eue, c'est un peu comme, je fais de la pub à Community comme ça, c'est un peu comme un community ouvert, où ils ont dit, on va expliquer tous les problèmes techniques et technologiques qu'on n'a pas encore résolus, on va les lister, on va ouvrir ça dans un portail web, et on va regarder ce qui se passe. On va regarder s'il n'y a pas des gens, par sérendipité, qui vont se connecter et venir dire « mais vous savez, vous vous souvenez les transferts de solutions? Ah non, mais ça, on sait faire. » Un des cas un peu rigolo, c'est ils font des chips, Procter & Gamble, et ils voulaient imprimer des dessins sur des chips. Et du coup, ils disaient, on n'arrive pas à imprimer des dessins sur des chips. Ils l'ont mis sur le portail, sur leur community à eux, hein, en mode ouvert. Et là, il y a un petit boulanger italien qui avait appris à faire les photos d'anniversaire sur les gâteaux d'anniversaire, en fait.
Et lui a dit, mais moi je sais mettre des images sur des gâteaux, peut-être le processus que j'ai créé va vous intéresser. Et ils ont fait un deal avec lui d'une licence, enfin de propriété intellectuelle, et ils ont fait ça. Mais vous voyez, c'est que par cette ouverture-là que la connexion s'est faite. Je vais avancer sur le Lego, sachez-le, est aussi une entreprise, allez j'en parle, à qui on prête d'avoir été vraiment dans l'open innovation. Lego, vous connaissez tous, on est des parents, on en a joué avec, hein, les petits cubes en plastique. Quand vous imaginez, avec la concurrence de la Chine, comment cette boîte elle arrive à vivre alors qu'ils font que des bouts en plastique, bah justement, en 2005, ils ont failli déposer le bilan parce que sont arrivés tous les jeux vidéo, pour ceux qui s'en souviennent, et ils se sont dit, voilà, leurs jeux ne marchaient plus personne ne les achetait. Ils ont dit, bah, nous aussi on va faire de l'électronique, nous aussi on va faire du jeu digital et numérique. Et là, ils ont sorti leur première gamme de Lego qui avait un peu les robots, du code en fait dans l'électronique. Et au lendemain, en 2005, ils se sont fait hacker, pirater, le mot anglais c'est hacker, par des développeurs qui ont cassé les codes sources un peu de leur jeu. Et là, on traite une bataille homérique entre le nouveau président qui était arrivé et la direction juridique, qui a dit, mais la direction juridique, on va attaquer les développeurs, on va les amener au tribunal. Et le président a dit, attendez, laissez-moi réfléchir. En fait, non, on ne va pas les attaquer, on va leur donner des sous. Comment ça? Oui, on va leur donner des ressources pour qu'ils soient super créatifs et qu'ils nous créent des applications sur notre plateforme de code. En fait, ça paraît bizarre, mais si je vous demandais Apple, l'acteur, vous considérez qu'il est ouvert ou qu'il est fermé? En mode fermé. C'est vrai que Apple, quand on prend leur électronique, c'est très propriétaire, c'est pas du tout ouvert. Il y a juste un exemple pour moi qui est ouvert, c'est l'Apple Store quand vous y repensez. On a souvent sur un iPhone, mais en fait, quand ils ont lancé l'iPhone, au-delà d'être un objet performant, ce qui a fait le succès de l'iPhone, c'est la vitesse avec laquelle ils ont créé l'App Store. Et en fait, leur modèle, il est intéressant parce qu'ils ont dit, on va faire un deal, on va expliquer à toute la communauté externe des développeurs que quand ils ont des idées d'applications nouvelles, soit c'est gratuit, soit quand elle est payante, nous on prend 30% parce qu'il faut gérer la plateforme, et c'est 70% pour vous. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ils ont dit à l'écosystème de développeurs, venez développer, venez gagner de l'argent sur notre plateforme, et ça c'est exactement le réflexe qu'a eu Lego à l'époque, de dire on va donner des ressources de plateforme et on va inciter des développeurs à venir nous fournir cette créativité sur notre plateforme. Et donc à ce titre-là, c'est de l'open innovation. Et du coup, pour aller vite, ils ont fait ça et là, ça a explosé. Ils sont rentrés dans cette culture-là et maintenant, ils ont été même co-créer des choses avec le client puisque nous, en tant qu'utilisateurs de Lego, il y a une autre plateforme à la community, une plateforme un peu comme ça ouverte où des clients sont impliqués, donnent des idées sur des jeux nouveaux et du coup, ils co-créent des nouvelles applications avec le client final. Et ça, c'est complètement cette posture-là qui fait qu'aujourd'hui, ils sont repartis avec une croissance folle depuis ces dernières années. J'ai donné beaucoup d'exemples de grands groupes. J'aimerais aussi que vous sachiez que les PME, elles en font de l'open innovation. Alors nous, on en fait, je parlais des concurrents tout à l'heure, mais 2-3 exemples que je pouvais vous donner, c'est par exemple Red Light. Je ne sais pas s'il y a des passionnés de randonnée dans la salle qui font le GR20 ou des choses comme ça. C'est un fabricant, petite boîte d'une 50aine de personnes. Ils font des chaussures de randonnée, des sacs de randonnée hyper pointus. Le patron de la PME est un champion de randonnée. Et ils ont notamment créé un truc que je trouve en logique d'open innovation. Ils ont créé ils appellent ça le Outdoor Lab, donc voilà le lab extérieur. Et en fait, si vous êtes des passionnés, vous allez à Chambéry, vous arrivez là, ils sont en train de créer des prototypes nouveaux, de nouvelles chaussures, de nouveaux sacs. Vous arrivez là, dire moi je veux bien le tester, vous partez en randonnée. Donc ce n'est pas un produit vendu encore, hein. Il est à l'état de prototype. Hein. Vous partez et ce qu'ils vous demandent, c'est l'utiliser et de revenir faire un feedback sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Et vous voyez, là, ils font de l'open innovation avec le client, avec l'utilisateur. Et c'est qu'une PME. Donc, je ne sais pas si ça peut vous donner des idées, mais vous voyez, donc eux, ils estiment que d'impliquer l'utilisateur plus tôt dans l'entonnoir que juste à la fin, quand c'est en interne qu'ils vont définir un nouveau produit et le lancer, ça a de la valeur. Et en même temps, probablement, ils créent une relation avec le client d'une autre nature. Probablement que les clients les plus passionnés, ce qu'ils apprécient beaucoup, c'est de co-créer le nouveau produit avec eux.
Et ça, moi j'y crois beaucoup. Vous avez, en gros, il doit y avoir une fierté dans ces clients-là qui sont sans doute, voilà, de dire j'en ai été de l'innovation moi de ce produit. Et d'ailleurs, il y a un deuxième sujet, parce que là aussi ça peut faire l'objet d'une nouvelle conférence, c'est un peu le sujet du design thinking, on en parle un peu récemment, c'est ce qu'on appelle dans ces clients les lead users. C'est souvent des clients qui vont détourner l'utilisation de votre produit. Et du coup, c'est super intéressant à avoir comme feedback, parce qu'ils disent « Ah ouais, mais moi la chaussure, regardez ce que j'en ai fait un sac. » Parce que, en fait, en les mettant ensemble, c'est un mauvais exemple que je donne, hein, c'est pas la réalité, mais c'est dans ces clients passionnés-là que vous avez impliqué, que vous avez eu l'opportunité de voir un détournement, qui est donc une opportunité, de votre service ou de votre produit. D'accord ? Et donc ça, c'est une manière très différente de travailler. J'aime beaucoup Poult. On a bossé 2 ans pour eux. C'est une PME qui fabrique des biscuits en marque distributeur, la MDD qu'on appelle. Donc eux, ils fabriquent les biscuits de Carrefour, d'Auchan, etc. Et alors eux, leur stratégie, c'est le bonheur au travail, l'innovation dans la manière de rendre les gens heureux au travail. Et ils sont quand même 700 personnes, hein, ils sont à Montauban, à Toulouse. Et eux aussi, voilà, ils ont fait de l'open innovation, ils ont fait un programme de partenariat avec des startups, ils ont créé un incubateur interne qui permet aux salariés de lancer des nouveaux projets. Par exemple, qui n'ont rien à voir, il y a une équipe, une collaboratrice qui a lancé un projet de légumerie qu'ils ont accompagné, une légumerie mobile, qui n'avait rien à voir avec les gâteaux, et qu'ils ont accompagné, puis ils ont revendu et ils ont innové un peu comme ça. Et là aussi, c'est une PME. À ce stade-là, je voulais juste vous dire, j'ai parlé un peu de sujets un peu techniques, mais à la fin, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que l'open innovation, c'est un état d'esprit et c'est pour développer plutôt une nouvelle culture dans l'organisation dans laquelle on est, que ce soit le public, que ce soit le privé, que ce soit un grand groupe, que ce soit une PME. Et il n'y a que ça d'important finalement, je pense, c'est quand on parle de nouvelle culture. Alors gardons en tête qu'il faut être très humble quand on fait de l'innovation, hein, parce qu'on ne sait jamais le projet qui passe, l'idée qui passe, on peut mettre tous les critères et les process qu'on veut, il faut se méfier un peu, c'est souvent l'intuition qu'il faut avoir, de savoir la bonne carotte qui a l'air pas terrible et pourtant c'est là que ça se passe, d'accord? Je le dis. L'innovation aussi, gardons en tête, en logique de culture, que c'est quand même une manière de se mettre en risque. On parle souvent de la notion de sortir de sa zone de confort. Moi, j'aime dire, par exemple, que innover sans risque, dans la même phrase, c'est un oxymore, quoi. Ça ne va pas ensemble, d'accord? Innover, c'est prendre des risques, d'accord? Donc, culturellement, ça veut dire comment je crée une entreprise dans laquelle on prend des risques. Bah, bien sûr, ce n'est pas n'importe quoi, mais on se met en risque par rapport au métier qu'on fait, etc. Gardons en tête aussi que innover, aujourd'hui, on n'a pas trouvé d'autre manière de gérer l'innovation que par ce que j'appelle une logique de portefeuille. Là aussi, que ce soit une PME, une grande organisation privée ou une administration, je veux dire, il y a le fantasme du directeur financier. Lui, il aimerait que, vous vous souvenez, l'entonnoir, on trouve l'idée à la veille, et après on se concentre dessus jusqu'au bout, on met le paquet, hein, il n'y a pas besoin de faire autre chose, on l'a trouvé, on n'investit que là-dessus jusqu'au bout, et on sort l'innovation à la fin de l'entonnoir. Ben, j'ai une mauvaise nouvelle, ça ne se passe pas comme ça, parce que, en fait, la manière dont ça se passe, c'est que, comme le monde est plus complexe, vous vous souvenez, je vous en ai parlé, on n'a pas d'autre choix que d'essayer plein de choses, et qu'on ne sait pas ce qui va marcher a priori. Et donc, ce qu'il va falloir faire, c'est se mettre en situation, et l'open innovation est un moyen, probablement à ressources identiques, de tester un grand nombre de choses, et d'accepter culturellement que, par exemple, selon la taille de notre organisation, si on est une PME, je vais dire, on va essayer de 3-4. Si on est un community qui démarre, je dirais, Robert, il va se dire, OK, en 2018, community, dans notre feuille de route de développement, j'essaie d'illustrer, hein, Robert, tu me permets, allez, on va tester on a 4-5 projets dans community, on va tester 4-5 fonctionnalités de plus, 4-5 manières de lancer des choses nouvelles, et on accepte culturellement que dans ces 5-là, il y en a 2 qui meurent, 2 ou 3, 2 qui ne sont pas terribles, et une qui cartonne. On n'a pas trouvé d'autres meilleurs moyens de faire de l'innovation que comme ça. Donc, il faut se mettre en situation d'être des super bons à gérer les portefeuilles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça. Ça veut dire que culturellement, là où il faut exceller, moi, j'y crois pas trop, je ne suis pas assez bon pour ça, à trouver le meilleur projet et se concentrer dessus. Je vous ai expliqué, hein, j'ai cette humilité de penser que je ne sais pas a priori. Mais là où on peut être bon, exceller opérationnellement, c'est d'arrêter de tester beaucoup, donc peut-être de permettre à Community non pas de faire 5 projets l'année prochaine, mais 10. Et par contre, dans ceux-là,
dans ceux qui vont mourir, les 3 ou 4 qui vont mourir, c'est sûr. C'est mathématique d'être super efficace dans la manière de les arrêter. Donc cette notion, c'est tester beaucoup et arrêter. À l'anglais, ça fait try many, fail fast. Et ça, culturellement, c'est super dur. Voilà, d'accord, parce que se dire qu'on doit gérer beaucoup plus de projets pour y arriver, pour innover, déjà, c'est mais pourquoi on fait ça alors qu'on pourrait se concentrer? Première, c'est pas naturel. Et de dire, d'oser arrêter efficacement des projets parce qu'on s'y attache à nos projets, c'est nos bébés, et de se dire, ben non, pour se concentrer sur celui qui va marcher, je suis obligé vraiment de me faire un peu violence culturellement et d'arrêter les projets et de réallouer les ressources vers là où à ce moment-là, dans le process, ça avance. D'accord? Et moi, c'est là que je mets l'excellence opérationnelle et, je dirais, la compétitivité, l'efficacité des organisations. Que ce soit une entreprise privée pour créer de la valeur, pour être plus efficace, que ce soit une association pour créer de l'impact sociétal. D'accord? Et donc, moi, je crois beaucoup à ça. Et ouais, voilà, enfin, Woody Allen l'a mis aussi culturellement mieux. Il dit, si vous n'êtes pas en train d'échouer souvent, c'est que vous n'êtes sûrement pas en train d'innover. D'accord? Donc, je trouve que ça raconte bien le truc. Alors pour moi, la culture d'open innovation aussi, j'aime bien la présenter comme ça. Là aussi, j'essaie de dire à chaque fois, quelle que soit notre organisation, qu'on soit une communauté, une administration, un grand groupe ou une PME, c'est le côté de dire, il y a un premier niveau de maturité, c'est entre nous, on se dit ce qu'on sait faire. OK. Est-ce que parmi mes 40 collaborateurs, on s'échange ce que chacun sait faire? C'est déjà pas mal. Réfléchissez-y. Là où vous êtes, on s'échange nos meilleures pratiques. On s'explique, on se voit, on s'organise et on se dit ce qu'on sait faire pour que l'autre il apprenne ce que moi j'ai appris. D'accord? Premier niveau de maturité de l'organisation. Deuxième niveau, ah ouais, non, chez nous, on est au niveau au-dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se dit ce qu'on ne sait pas faire. Ah ouais, tu dis à l'autre ce que tu ne sais pas faire? Ah, c'est pas mal. Et pourquoi? Parce que s'il a déjà fait, il peut m'aider. Ah, c'est pas mal, ouais. Donc là, moi, je mets ça. Mais ça, c'est encore en interne. D'accord? Vous voyez, entre nous, entre salariés. Troisième niveau, c'est on ose dire ce qu'on ne sait pas faire à l'extérieur. Ça, c'est l'histoire de Procter & Gamble. C'est qu'on est tellement confiant, finalement, dans la capacité opérationnelle qu'on a à aller vite, qu'on dit, même pas mal, nous, on a ce problème, si quelqu'un veut nous aider, le concurrent voit que j'ai dit qu'on a ce problème, c'est pas grave. On a confiance en nous, on est organisé pour try many, fail fast, etc. Donc, on va aller plus vite de toute façon. Dès que l'idée vient à nous, on va la délivrer plus rapidement. Et là, troisième niveau de maturité. Vous voyez, le chemin, il est... Enfin, je suis sûr que vous avez sans doute des exemples où vous dites « Ah ouais, non, c'est pas chez nous comme ça, quoi. » D'accord? Et c'est pas facile, hein, tout ce que je dis, là, j'ai l'air d'être malin, de dire que c'est ça, mais en fait, c'est de croire que la vision est là. Je la dis maintenant parce que je pourrais la dire. Nous, ce par quoi on est habité chez Bluenove, c'est de penser que le leadership de demain, la manière de gérer des organisations performantes, c'est d'être plus fort que les autres à mobiliser l'intelligence collective qu'il y a dans mon organisation et à l'extérieur, et d'en faire un avantage compétitif. Donc tout ce que je raconte là, c'est essayer de vous prouver ça, c'est de se dire que l'organisation leader gagnante, et pas que pour gagner plus d'argent, parfois c'est juste pour être plus efficace d'un point de vue associatif, c'est parce que je suis meilleur, je suis vraiment au-dessus dans la manière de mobiliser l'intelligence collective des parties prenantes de mon écosystème. Je vais avancer là-dessus sur les experts.